L'océan ne pardonne ni l'arrogance ni l'inattention. Julien le savait mieux que quiconque. Plongeur en saturation, son existence même était un pacte avec la pression, un équilibre précaire entre la physique et la physiologie. Mais lorsque la furie de la mer l'a arraché à son navire pour le jeter sur le squelette d'une plateforme pétrolière abandonnée, son savoir est devenu sa seule ancre dans une réalité cauchemardesque. Isolé, sans espoir de secours, il a dû regarder non pas vers l'horizon, mais vers les profondeurs inondées de sa nouvelle prison de métal. Voici son histoire. Si vous aimez les récits de survie où l'ingéniosité humaine affronte la puissance brute de la nature, n'oubliez pas de liker et de vous abonner. La tempête s'était formée avec une rapidité surnaturelle, une anomalie météorologique que même les bulletins les plus pessimistes n'avaient pas anticipée. Le Solitaire, le petit bateau de recherche de Julien, n'était qu'une coquille de noix dans la colère de l'Atlantique Nord. Les vagues, des murs d'eau noire et glacée, s'écrasaient sur le pont avec la force d'un marteau de démolition. Julien, 42 ans, le visage buriné par le sel et les années passées sous pression, se battait à la barre, ses muscles bandés par l'effort. Il n'était pas un marin d'eau douce, il avait passé plus de temps dans des caissons de saturation, respirant un mélange d'hélium et d'oxygène à des centaines de mètres sous la surface, qu'à terre. La pression était son domaine, une force qu'il comprenait, respectait et maîtrisait. Mais la furie chaotique de la surface était une bête différente. Le coup fatal ne fut pas une vague, mais ce qu'elle transportait. Un conteneur à la dérive, monstre métallique à moitié submergé, a heurté la coque du Solitaire avec un bruit de déchirement assourdissant. L'impact a projeté Julien contre une cloison, lui coupant le souffle. L'eau s'est engouffrée immédiatement, glaciale et implacable. Il a su instantanément que le bateau était perdu. L'instinct de survie, aiguisé par d'innombrables simulations de crise sous-marine, a pris le dessus. Il a attrapé un gilet de sauvetage, une balise de détresse personnelle, épirbe, et a à peine eu le temps de se lancer dans l'eau bouillonnante avant que son navire ne soit avalé par les flots. Ballotté, suffocant, il luttait pour garder la tête hors de l'eau. Chaque inspiration était un mélange d'air salin et d'écume. C'est alors qu'il a vu une silhouette titanesque apparaissant et disparaissant entre les crêtes des vagues, la plateforme pétrolière Boréas 7. Déclassée depuis une décennie, elle était une verrue sur l'horizon, une relique rouillée que sa mission était justement de cartographier en vue d'un futur démantèlement. Ironiquement, ce monument de l'obsolescence industrielle allait devenir son seul espoir. Rassemblant ses dernières forces, il a nagé, ou plutôt s'est laissé porter par les courants déchaînés, vers la structure. Les piliers massifs, couverts de bernacles et d'algues, ressemblaient aux pattes d'un insecte de fer colossal. Il a fallu une éternité et 3 tentatives quasi mortelles pour qu'il parvienne à s'agripper à une échelle de service battue par les vagues. Ses doigts étaient gourds, son corps meurtri, mais l'adrénaline lui a donné la force de se hisser hors de l'étreinte mortelle de l'océan. Épuisé, il s'est effondré sur le caillebotis métallique du premier niveau, le vent hurlant à travers les poutrelles comme un cœur de fantôme. La pluie cinglante le fouettait. Il a rampé, cherchant un abri, et a trouvé refuge dans un petit local de maintenance dont la porte avait été arrachée. Le fracas de la tempête était assourdissant, mais pour la première fois depuis 1 heure, il n'était plus en train de se noyer. Le froid l'a saisi, un frisson profond qui secouait tout son être. Il a vérifié sa balise de détresse. Le boîtier était fissuré, la diode éteinte. Inutile. Un rire rauque et sans joie s'est échappé de sa gorge. Il était seul. Absolument et irrémédiablement seul, sur un titan de fer abandonné au milieu d'un océan en furie. La nuit est tombée, non pas comme un voile, mais comme un linceul. Julien, le maître des profondeurs, était désormais prisonnier d'une île de rouille, avec pour seule compagnie le rugissement incessant de la mer qui venait de lui tout prendre et de lui donner paradoxalement la vie sauve. Il s'est recroquevillé, tremblant de froid et de choc, et attendu l'aube, se demandant si elle se lèverait un jour. Il n'avait rien. Pas d'eau douce, pas de nourriture, pas de communication. Juste son corps endolori, son esprit analytique et une connaissance intime des lois physiques qui gouvernaient le monde sous-marin. Il ne le savait pas encore, mais c'est cette connaissance qui allait devenir la clé de sa survie dans cet enfer vertical. L'aube a fini par percer la couverture nuageuse, jetant une lumière grise et blafarde sur le royaume de rouille et de silence de Julien. La tempête s'était calmée, laissant place à une houle longue et puissante qui venait s'écraser paresseusement contre les piliers de la plateforme. Le monde était devenu une symphonie de gris, le ciel, la mer, le métal. Le silence n'était rompu que par le cri plaintif de quelques goélands et le grincement lugubre de la structure, gémissant sous son propre poids. Julien s'est mis debout, ses muscles protestant à chaque mouvement. La première tâche, dictée par des années d'entraînement à la gestion de situations extrêmes, était l'évaluation. Faire l'inventaire de sa situation, de ses ressources, de ses options. La plateforme était une ville fantôme. Des couloirs vides s'étendaient comme des artères sclérosées,
Le sol jonché de débris, de documents jaunis par l'humidité et d'outils abandonnés à la corrosion. Il a exploré les niveaux supérieurs, ceux qui n'avaient pas été réclamés par la mer. Les quartiers de l'équipage étaient un spectacle de désolation, des couchettes vides, des casiers béants, quelques magazines décolorés. Tout ce qui avait de la valeur ou était utile avait été retiré lors du démantèlement partiel. Il n'y avait pas une miette de nourriture, pas une goutte d'eau potable. Les réservoirs d'eau de pluie étaient soit percés, soit remplis d'une eau saumâtre et stagnante, colonisée par des algues verdâtres. La déshydratation serait son premier ennemi, rapide et impitoyable. Il a atteint la salle de contrôle, le cerveau de la plateforme. Des consoles de commandes éventrées, des écrans brisés, des câbles arrachés pendaient du plafond comme des lianes mortes. La radio principale avait été cannibalisée, ne laissant qu'une carcasse vide. L'espoir d'envoyer un SOS s'est évanoui aussi vite qu'il était né. C'est là, cependant, au milieu de ce chaos technologique, qu'il a trouvé son premier trésor. Dans un tube de rangement en plastique, miraculeusement épargné par l'humidité, se trouvaient les plans complets de la Boréa 7. Des bleus détaillés, section par section, niveau par niveau. Il les a déroulés sur une table, ses doigts traçant les lignes avec une concentration fébrile. Il a étudié les schémas des systèmes de plomberie, des conduits électriques, des zones de stockage. Et c'est là que la réalité de sa prison s'est révélée dans toute son ampleur. La plateforme était conçue comme un iceberg. La partie émergée, où il se trouvait, n'était qu'une fraction de la structure totale. Sous la ligne de flottaison, des niveaux entiers descendaient dans les profondeurs, les zones de forage, les salles des machines, les ateliers lourds et plus important encore, les zones de stockage principales, y compris l'infirmerie et les garde-manger. Ces zones, comme le montraient les plans et comme le confirmait la logique après une décennie d'abandon et de tempête, étaient maintenant complètement inondées. L'eau de mer avait envahi ces compartiments, les transformant en une extension artificielle et labyrinthique de l'océan. Les ressources dont il avait désespérément besoin, nourriture en conserve, kits de premiers secours, outils spécialisés, potentiellement même de l'eau en bouteille, étaient là, à quelques dizaines de mètres sous ses pieds, mais dans un environnement aussi mortel que la surface de Mars. Pour n'importe qui d'autre, cette constatation aurait été un verdict de mort. Un tombeau aquatique inaccessible. Mais pour Julien, ce fut une étincelle. Une terrible, folle, mais tangible étincelle d'espoir. Il n'était pas n'importe qui. Il était un plongeur en saturation. Son corps et son esprit étaient conditionnés pour fonctionner dans un monde où la pression ambiante pouvait écraser un homme ordinaire comme une canette de soda. Il comprenait les effets de la pression sur la physiologie humaine, la manière dont les gaz se dissolvaient dans le sang, les dangers de la narcose à l'azote, de la toxicité de l'oxygène, de la décompression. Il savait comment manipuler ces variables. Son regard s'est fixé sur une section des plans, l'atelier de maintenance sous-marine, situé sur un des niveaux inférieurs, probablement inondé lui aussi. Cet atelier contenait des compresseurs, des bouteilles de gaz vides, des détendeurs, des tuyaux, les composants de base de tout système de plongée. L'idée a germé dans son esprit, à la fois terrifiante et exaltante. Il n'allait pas attendre une mort lente par la faim ou la soif sur ce perchoir de métal. Il allait retourner dans l'élément qui l'avait presque tué. Il allait utiliser ses connaissances uniques pour transformer ce tombeau inondé en un garde-manger. Il allait devoir construire son propre équipement de plongée à partir de pièces de récupération, calculer ses mélanges gazeux de fortune et effectuer des plongées courtes et extrêmement risquées dans les entrailles de la plateforme. Chaque plongée serait un pari contre la physique, une danse avec la mort où la moindre erreur de calcul, la moindre défaillance matérielle, serait fatale. C'était un plan suicidaire pour n'importe qui d'autre. Pour lui, c'était le seul chemin vers la survie. Le plan de Julien, bien que né du désespoir, était ancré dans une logique froide et scientifique. La première étape était de se construire un sanctuaire de travail, un atelier où il pourrait assembler les outils de sa propre survie. Il a choisi une salle des générateurs de secours au niveau principal, relativement protégée des éléments et offrant un grand espace de travail. Le défi était immense. Chaque pièce, chaque vis, chaque joint devait être récupéré, évalué, nettoyé et, si nécessaire, réparé. Ce fut une chasse au trésor macabre à travers le corps décomposé de la plateforme. Sa première cible était l'atelier de maintenance sous-marine, indiqué sur les plans. Il se trouvait à un niveau intermédiaire, juste au-dessus de la ligne de flottaison actuelle, mais les plans montraient qu'il était susceptible d'être partiellement inondé lors de fortes marées ou de tempêtes. Armé d'une barre de fer trouvée dans les décombres, il a forcé une porte rouillée et a été accueilli par une odeur d'air stagnant et d'huile rance. Le sol était couvert d'une fine couche d'eau salée, mais la plupart des équipements étaient sur des établis surélevés. C'était une mine d'or. Il y avait plusieurs bouteilles de plongée en acier, vides et couvertes de corrosion superficielle, mais structurellement saines. Il y avait des compresseurs d'air, conçus pour un usage industriel, massifs et immobiles.
L'un d'eux semblait moins endommagé que les autres. Pendant plusieurs jours, son existence s'est résumée à un labeur éreintant. Il a d'abord dû trouver un moyen d'alimenter le compresseur. Le système électrique principal de la plateforme était mort depuis longtemps. Cependant, les générateurs de secours possédaient leur propre petit réservoir de diesel. Par un miracle de conservation, l'un des réservoirs contenait encore un fond de carburant, dégradé mais potentiellement utilisable. Il a passé une journée entière à siphonner le liquide visqueux, à le filtrer à travers un chiffon trouvé dans une armoire, et à nettoyer les conduites d'alimentation du moteur du compresseur. Quand il a finalement tenté de le démarrer, le moteur a toussé, craché une fumée noire et épaisse, puis, après une série de protestations métalliques, s'est mis à tourner avec un bruit de tonnerre qui a résonné dans la plateforme silencieuse. Ce son, assourdissant et brutal, était pour Julien la plus douce des musiques. Ensuite, il s'est attaqué aux bouteilles. Il les a inspectées méticuleusement, cherchant des signes de fissure ou de fatigue du métal. Il en a sélectionné 2 qui semblaient les plus robustes. Le remplissage était un processus lent et dangereux. Le vieux compresseur n'avait pas de système de filtration adéquat, ce qui signifiait que l'air comprimé serait humide et potentiellement contaminé par des vapeurs d'huile. Il a improvisé un filtre avec des couches de tissu et du charbon de bois qu'il a créé en brûlant des morceaux de bois provenant d'une vieille caisse. C'était rudimentaire, mais cela pourrait faire la différence entre un air respirable et une intoxication fatale. Il a rempli les bouteilles lentement, surveillant constamment les manomètres qu'il avait cannibalisés sur un autre panneau de contrôle, son oreille à l'affût du moindre sifflement suspect indiquant une fuite. L'élément suivant était le détendeur, le mécanisme crucial qui réduit la haute pression de la bouteille à une pression respirable. Ceux qu'il a trouvés dans l'atelier étaient grippés par le sel et la rouille. Il les a démontés pièce par pièce, des dizaines de minuscules composants qu'il a nettoyés avec de l'huile de machine et polis avec un bout de toile émerie. C'était un travail de chirurgien, exigeant une patience infinie et une mémoire parfaite de l'assemblage. Une seule membrane mal placée, un seul ressort défectueux, et le détendeur pourrait soit lui couper l'air, soit le lui livrer avec une force capable de lui faire éclater les poumons. Il lui manquait encore un masque, des palmes et un système de lestage. Il a fabriqué un masque de fortune en utilisant le verre d'une vieille jauge de pression et le caoutchouc d'un joint d'étanchéité de porte, le tout maintenu par des lanières de cuir découpées dans un fauteuil de bureau. Ce n'était ni confortable ni parfaitement étanche, mais cela protégerait ses yeux et son nez. Les palmes étaient impossibles à fabriquer, il devrait donc se contenter de la force de ses jambes. Pour le lestage, il a rempli une ceinture à outils de lourds boulons et écrous. Chaque soir, il retournait dans son abri, le corps endolori, les mains couvertes de coupures et de graisse, mais son esprit était vif, entièrement absorbé par les problèmes de mécanique et de physique. Cette concentration obsessionnelle le protégeait du désespoir et de la solitude écrasante. Il ne se battait pas seulement contre son environnement, il le disséquait, le comprenait et le pliait à sa volonté. Après près d'une semaine de travail acharné, son équipement était prêt. Un assemblage hétéroclite, une monstruosité de pièces de récupération qui aurait fait rire n'importe quel plongeur professionnel. Mais pour Julien, cet équipement était prométhéen. C'était le feu volé au dieu de la physique, la clé qui allait lui permettre de déverrouiller les secrets des entrailles inondées du Léviathan d'acier. Le lendemain, il allait replonger. Le moment était venu. Julien se tenait au bord d'une ouverture béante dans le sol métallique, une cage d'escalier qui descendait directement dans les niveaux inférieurs et qui était maintenant une bouche noire remplie d'eau stagnante. La surface de l'eau, à quelques mètres en dessous, était trouble, recouverte d'une fine pellicule iridescente d'huile et de débris flottants. L'air était lourd, imprégné d'une odeur de décomposition et de sel. Il portait son équipement improvisé. Le poids des 2 bouteilles d'acier sur son dos était familier, mais le reste semblait étranger et précaire. Le masque de fortune pressait inconfortablement son visage, et la ceinture de lestage lui cisaillait les hanches. Cette première plongée n'avait pas pour but de récupérer des provisions. C'était une mission de reconnaissance, et surtout, un test. Un test de son équipement, de son corps et de ses nerfs. Il devait savoir si son compresseur avait produit un air respirable, si son détendeur artisanal fonctionnerait sous pression, et si son masque tiendrait le coup. Il devait aussi se réhabituer à l'immersion, affronter le traumatisme psychologique de retourner volontairement dans l'élément qui avait failli le tuer une semaine plus tôt. Il a vérifié une dernière fois les valves et le manomètre. La pression était bonne. Il a mis le détendeur en bouche, le goût du caoutchouc et de l'huile était prononcé. Il a pris une première inspiration. L'air est venu avec un léger sifflement, sec et mécanique. Il a expiré, regardant les bulles remonter à la surface. Puis, sans plus d'hésitation, il s'est assis sur le bord et s'est laissé glisser dans l'eau. Le choc thermique a été moins violent qu'il ne le craignait, l'eau à l'intérieur de la plateforme étant légèrement moins froide que l'océan ouvert. L'obscurité, cependant, était totale. Dès qu'il est passé sous la surface,
il a été englouti par des ténèbres absolues. Il n'avait pas de lampe de plongée. Il devait se fier à son sens du toucher et à sa mémoire des plans. Il a commencé à descendre le long de la cage d'escalier, une main glissant sur la rampe corrodée pour se guider. La pression a commencé à augmenter. Il a équilibré la pression dans ses oreilles par réflexe, une manœuvre effectuée des milliers de fois. À environ 10 mètres de profondeur, il a atteint le premier palier. Il s'est arrêté, flottant dans le noir, pour faire un bilan. Son cœur battait la chamade, mais sa respiration était régulière. L'air du détendeur arrivait sans effort. Le masque fuyait légèrement, laissant un filet d'eau froide couler sur sa joue, mais c'était gérable. Son équipement, ce monstre de Frankenstein mécanique, fonctionnait. Un immense sentiment de soulagement l'a envahi, luttant contre l'angoisse de l'obscurité. Il a continué sa descente, plus confiant. L'environnement était d'une étrangeté oppressante. Ce n'était pas un récif de corail ou une épave. C'était un espace industriel, conçu pour les hommes et les machines, maintenant silencieux et noyé. Ses doigts effleuraient des murs, des tuyaux, des câbles qui pendaient comme des algues étranges. Le son de ses propres bulles était la seule chose qui rompait le silence de mort. Il a atteint le niveau suivant, qui, selon les plans, devait abriter des bureaux administratifs. Il a nagé à l'aveugle à travers une porte ouverte. Sa main a heurté quelque chose de dur et de rectangulaire, un bureau. Il a glissé sa main dessus, sentant un clavier d'ordinateur, un téléphone, tous recouverts d'une fine couche de sédiments. C'était un Pompéi moderne, figé par l'inondation. C'est alors qu'il a senti un courant. Léger, mais distinct. Quelque chose n'allait pas. L'eau à l'intérieur de la structure aurait dû être stagnante. Puis il a senti quelque chose frôler sa jambe. Il a sursauté, son cœur s'emballant. Il a pivoté dans le noir, les bras tendus. C'était un câble épais, balancé par le courant. Il a suivi le câble de la main et a réalisé qu'il menait à une large brèche dans la coque extérieure de la plateforme, une blessure par laquelle l'océan respirait, créant un flux et un reflux à l'intérieur même de la structure. C'était une information vitale, les courants pouvaient être dangereux, le piéger ou le désorienter, mais c'était aussi une rencontre terrifiante dans le noir complet. Il a décidé que le test était concluant et qu'il était temps de remonter. La prudence était la mère de la survie. Il a retrouvé la cage d'escalier et a commencé son ascension, lentement, pour éviter tout risque d'accident de décompression, même si la plongée avait été relativement peu profonde et courte. Lorsqu'il a enfin crevé la surface, haletant, il a arraché son masque de fortune. L'air de la plateforme, si vicié soit-il, lui a semblé incroyablement frais et pur. Il s'est hissé hors de l'eau, tremblant non pas de froid, mais de la décharge d'adrénaline. Il avait réussi. Il avait pénétré le domaine inondé et en était revenu. La peur était toujours là, nichée au fond de son estomac, mais elle était maintenant accompagnée d'une lueur de confiance. Il avait un outil. Il avait une méthode. Les entrailles du Léviathan étaient maintenant à sa portée. Plusieurs jours s'étaient écoulés depuis la première plongée. Julien avait établi une routine précaire, rationnant l'énergie de son corps avec la précision d'un scientifique. Mais un nouveau problème, insidieux et potentiellement mortel, avait fait son apparition. La coupure qu'il s'était faite à la jambe en grimpant sur la plateforme s'était infectée. La peau autour de la plaie était rouge, enflée et chaude au toucher. Des stries rouges commençaient à remonter le long de son mollet. Il reconnaissait les signes avant-coureurs d'une septicémie. Sans antibiotiques et sans de quoi nettoyer et panser la plaie correctement, cette blessure mineure pouvait le tuer aussi sûrement que la faim ou la soif. La prochaine plongée n'était plus une option, c'était une nécessité absolue. L'objectif était clair et non négociable, l'infirmerie. D'après les plans, elle se trouvait 2 niveaux en dessous de son point d'entrée, dans une section relativement isolée du quartier d'habitation. Le trajet serait plus complexe que sa première exploration. Il devrait naviguer à travers un dédale de couloirs et de portes. Il a passé des heures à mémoriser le tracé, visualisant chaque tournant, chaque intersection, comme un apnéiste visualisant sa descente. Il a également préparé un outil supplémentaire, une corde fine mais solide qu'il a récupérée d'un treuil, qui lui servirait de fil d'Ariane pour retrouver son chemin vers la sortie. La désorientation dans le noir était l'un des plus grands dangers. Le jour de la plongée, la fièvre commençait à le prendre. Des frissons le parcouraient malgré la relative douceur de l'air. Il savait qu'il n'avait pas beaucoup de temps. Il a enfilé son équipement, attaché une extrémité de la corde à la rampe de l'escalier, et s'est à nouveau immergé dans le monde silencieux et obscur. Cette fois, il y avait une urgence qui rendait chaque mouvement plus délibéré, chaque bulle d'air plus précieuse. Il est descendu jusqu'au niveau de l'infirmerie, déroulant la corde derrière lui. L'eau semblait plus froide, ou peut-être était-ce la fièvre qui commençait à altérer ses perceptions. Il a trouvé l'entrée du couloir principal. Il a nagé lentement,
Une main sur le mur, l'autre tenant la corde. Les couloirs étaient plus étroits que ce qu'il avait imaginé, et encombrés de débris flottants. Une chaise de bureau a dérivé lentement devant lui comme un fantôme, le faisant sursauter. Il devait contrôler sa respiration, économiser son air. La panique était une consommatrice d'oxygène vorace. Il a atteint la porte de l'infirmerie. Elle était fermée. Il a poussé, mais elle était bloquée. Probablement par la pression de l'eau ou un objet coincé derrière. Il a dû utiliser sa barre de fer, qu'il avait attachée à sa ceinture, pour la forcer. L'effort dans l'eau était décuplé, chaque mouvement lent et épuisant. Après plusieurs tentatives qui lui ont semblé une éternité, la porte a cédé avec un grincement sourd et s'est ouverte de quelques centimètres, juste assez pour qu'il puisse se glisser à l'intérieur. L'infirmerie était petite et chaotique. Des dossiers médicaux flottaient paresseusement, leurs pages se désagrégeant. Une table d'examen était renversée. Son objectif était l'armoire à pharmacie. Il l'a trouvée contre un mur. Elle était en métal, et heureusement, elle était fermée par un simple loquet, pas une serrure. Il l'a ouverte. À l'intérieur, c'était un miracle. De nombreux flacons et boîtes étaient en verre ou en plastique, et leur contenu semblait protégé. Il a attrapé tout ce qu'il pouvait, des boîtes de bandages stériles, des bouteilles d'antiseptiques scellées, et, le plus important, plusieurs boîtes de comprimés dont les étiquettes, bien que décolorées, indiquaient amoxicilline et ibuprofène. Le Saint Graal. Il a tout fourré dans un petit sac en toile qu'il avait amené. Alors qu'il se préparait à partir, son pied a heurté quelque chose de lourd. C'était une petite bouteille d'oxygène, du genre utilisé pour les urgences médicales. Elle était probablement presque vide, mais le manomètre indiquait qu'il restait une petite réserve. Il a hésité. Elle était encombrante, mais elle pourrait être une ressource inestimable. Il a décidé de la prendre, la coinçant sous son bras. Le retour a été plus difficile. Encombré par le sac et la bouteille d'oxygène, il a eu du mal à se faufiler par l'entrebâillement de la porte. C'est là que le désastre a failli frapper. En se tortillant, une des valves de son équipement dorsal s'est accrochée à l'encadrement de la porte. Il était coincé. Il a tiré doucement, mais rien n'y a fait. La panique a commencé à monter, froide et électrique. Il a senti sa respiration s'accélérer, gaspillant l'air précieux. Il s'est forcé à s'arrêter. À penser. Il a expiré longuement, se calmant. Il a compris qu'il ne pouvait pas avancer. Il devait reculer. Il a repoussé la porte avec ses pieds, créant un minuscule espace supplémentaire. Lentement, millimètre par millimètre, il a réussi à se dégager. Libre, mais secoué, il a nagé aussi vite que possible vers la sortie, suivant son fil d'Ariane. Chaque mètre semblait en faire 10. Quand il a finalement refait surface, il était à bout de force. Il s'est effondré sur le caillebotis, le cœur battant à tout rompre, et a arraché son masque. Il a regardé son butin. Des bandages, des antiseptiques, des antibiotiques. Il avait risqué sa vie, mais il venait peut-être de la sauver. Alors qu'il nettoyait sa blessure avec le désinfectant qui piquait violemment et avalait les premiers comprimés d'antibiotiques avec une gorgée d'eau de pluie qu'il avait réussi à collecter, il a compris la nouvelle nature de son existence. Chaque jour serait une plongée. Chaque jour serait une quête pour un élément essentiel à sa survie, arraché aux profondeurs silencieuses de sa prison verticale. La fièvre de Julien a mis près de 3 jours à tomber, 3 jours de frissons, de sueur et de conscience brumeuse pendant lesquels les antibiotiques ont mené une guerre silencieuse dans son organisme. La victoire contre l'infection lui a coûté une grande partie de ses réserves d'énergie. Il était plus faible, plus maigre, et la faim était devenue une douleur constante, un nœud dans son estomac qui ne le quittait jamais. L'eau de pluie qu'il collectait dans une bâche tendue le maintenait hydraté, mais sans calories, son corps commencerait bientôt à se consumer. La prochaine cible était évidente, le garde-manger principal et les cuisines, situés à un niveau plus bas que l'infirmerie. Une plongée plus profonde, plus longue et donc plus risquée. Il a passé une journée entière à préparer. Il a rechargé ses bouteilles, le bruit du compresseur brisant le silence de l'océan. Il a réfléchi au danger d'une plongée plus profonde. À environ 30 mètres, la pression partielle de l'azote dans l'air comprimé qu'il respirait commencerait à avoir un effet narcotique. La narcose à l'azote, l'ivresse des profondeurs, était quelque chose qu'il connaissait bien. Elle altérait le jugement, ralentissait la pensée et pouvait transformer une situation gérable en une catastrophe mortelle. Il devrait être extrêmement vigilant, surveiller ses propres processus de pensée, se méfier de tout sentiment d'euphorie ou de confusion. De plus, une plongée plus longue signifiait une consommation d'air plus importante. Il a décidé de prendre un risque calculé. Il a utilisé une partie du contenu de la petite bouteille d'oxygène médical qu'il avait trouvée pour enrichir légèrement l'air de ses bouteilles principales.
En augmentant un peu le pourcentage d'oxygène, il pouvait potentiellement réduire les effets de la narcose et prolonger légèrement son temps de fond, mais cela augmentait aussi le risque de toxicité de l'oxygène, un autre ennemi mortel pour les plongeurs. C'était un équilibre délicat, une équation de survie qu'il a résolue avec son expertise unique. La descente était maintenant presque une routine. Il a suivi son fil d'Ariane jusqu'au niveau de l'infirmerie, puis a continué plus bas, dans des zones de la plateforme qu'il n'avait pas encore explorées. L'obscurité était plus dense ici, plus lourde. La pression s'accumulait dans ses sinus et ses oreilles. Il a atteint le niveau des cuisines. La porte était grande ouverte, battant doucement au gré des courants internes. L'intérieur était surréaliste. Des tables et des chaises en acier inoxydable étaient renversées. D'énormes marmites étaient encore sur les cuisinières, comme si les chefs venaient de s'absenter. Des ustensiles de cuisine flottaient en suspension, tournant lentement sur eux-mêmes. Mais ce qui a frappé Julien, c'est la présence d'objets personnels. Une tasse à café avec un logo d'équipe de football. Une photo, protégée dans un cadre en plastique, coincée derrière un tuyau. Il voyait le visage souriant d'un homme avec sa famille. Ces traces de vie, ces fantômes d'une existence normale, rendaient la désolation encore plus profonde. Il n'était pas seulement dans une structure inondée, il était dans le foyer abandonné de centaines d'hommes. Il a traversé la cuisine et est entré dans le garde-manger. C'était une grande pièce avec des étagères métalliques du sol au plafond. La plupart des emballages en carton s'étaient désintégrés, créant un nuage de pulpe en décomposition qui réduisait la visibilité. Mais les conserves étaient là. Des centaines, peut-être des milliers de boîtes de conserves, couvertes d'une fine couche de rouille mais, pour la plupart, intactes. C'était le trésor de Barbe Noire. Il a commencé à les rassembler dans un grand filet de pêche qu'il avait trouvé et apporté avec lui. Des haricots, du maïs, du thon, des ragoûts, des noms banals qui représentaient désormais le luxe suprême, la promesse de jours de survie supplémentaires. C'est alors qu'il a commencé à ressentir les premiers effets de la narcose. Une légère sensation de légèreté, une distance par rapport à la réalité. Les sons de ces bulles semblaient lointains, la tâche de remplir le filet lui paraissait soudainement amusante. Il a secoué la tête, se forçant à se reconcentrer. Danger, Julien. Reste concentré. Il a vérifié son manomètre. Il avait consommé près de la moitié de son air. Il était temps de partir. Alors qu'il se retournait, son attention a été attirée par un reflet. Dans un coin, une porte métallique portait l'inscription « Chambre froide ». Par pure curiosité, il l'a ouverte. L'intérieur était vide, mais quelque chose était gravé sur la paroi intérieure en acier inoxydable. Des noms, des dates, des messages. Adieu Boréa, on se souviendra de toi, les rois du pétrole, 1995 à 2015. C'était un mémorial improvisé laissé par les derniers travailleurs avant de quitter la plateforme pour de bon. Lire ces mots dans le silence total des profondeurs, éclairé par aucune lumière, a eu un effet profond sur lui. Il a senti un lien étrange avec ces hommes qu'il n'avait jamais rencontrés, une fraternité à travers le temps et le désastre. Cette connexion inattendue a percé le brouillard de la narcose, le ramenant brutalement à la réalité de sa propre solitude. Il n'était pas seulement un survivant luttant pour des ressources, il était le dernier habitant, le gardien involontaire de ses souvenirs immergés. Secoué, il a attrapé son filet rempli de conserves et a commencé la longue et lente remontée, le poids de la nourriture étant à la fois un fardeau physique et un soulagement existentiel. Il avait de quoi manger. Il avait gagné une autre bataille. Mais en remontant vers la lumière, il savait qu'il ne ramenait pas seulement de la nourriture, mais aussi les fantômes silencieux de la Boréa 7. Les semaines se sont transformées en un mois, puis deux. La vie de Julien est devenue un cycle rythmé par la nécessité. Chaque plongée était une incursion calculée dans les entrailles de la plateforme pour récupérer une ressource vitale. Il a ramené des outils de l'atelier mécanique, des batteries encore chargées d'une salle de stockage scellée, des vêtements et des couvertures des quartiers de l'équipage. Chaque objet était une petite victoire, un sursis de plus. La nourriture en conserve, bien que monotone, le maintenait en vie. Son corps s'était adapté à la routine, mais son esprit commençait à souffrir du poids de l'isolement absolu. Le silence, entrecoupé par le bruit du vent et des vagues, était un compagnon constant et oppressant. Il se surprenait à parler à voix haute, juste pour entendre le son d'une voix humaine. La survie physique était assurée pour le moment, mais la survie mentale était une bataille de chaque instant. Il savait qu'il ne pouvait pas continuer ainsi indéfiniment. Les conserves finiraient par s'épuiser. Son équipement de fortune finirait par tomber en panne. Une tempête plus violente pourrait endommager la structure de la plateforme. L'attente passive n'était pas une stratégie. Il lui fallait un moyen de contacter le monde extérieur. Il lui fallait un moyen de dire « Je suis ici.
Je suis en vie. Son regard s'est de nouveau tourné vers les plans de la Boréas 7. La salle de radio principale était hors d'usage, mais les plans indiquaient une station de radio de secours, une balise d'urgence conçue pour s'activer automatiquement en cas de catastrophe. Elle était située au sommet de la tour de communication, la structure la plus haute de la plateforme, mais son unité d'alimentation principale se trouvait dans une salle technique profondément enfouie dans les niveaux inondés. C'était un système autonome, mais il avait besoin d'être activé manuellement depuis la source d'alimentation pour contourner les systèmes endommagés. C'était sa seule chance. Cette plongée serait la plus dangereuse de toutes. La salle technique se trouvait à près de 50 mètres de profondeur, une zone où la narcose à l'azote serait sévère et où la toxicité de l'oxygène devenait un risque très réel. De plus, à cette profondeur, le temps de décompression ne serait plus négligeable. Il ne pourrait pas simplement remonter à la surface. Il devrait effectuer des paliers de décompression pour permettre à l'azote dissous dans son sang de s'échapper lentement, sous peine de souffrir d'un accident de décompression, la maladie des caissons qui pourrait le paralyser ou le tuer. La préparation de cette mission a été la plus méticuleuse de toutes. Il a passé 2 jours à planifier. Il a calculé ses besoins en air, son temps de fond maximum, et a élaboré un plan de décompression improvisé. Il a fixé des cordes à différentes profondeurs dans la cage d'escalier pour marquer ses paliers. Il a préparé une 3e bouteille d'air, plus petite, qui laisserait à son premier palier de décompression une sécurité en cas de problème. Il a également créé une table de décompression de fortune, en grattant les profondeurs et les temps sur une plaque de métal avec une pointe de vis. Il jouait sa vie sur ses calculs. Le jour de la plongée, l'océan semblait calme, presque complice. Julien s'est immergé, le poids de la mission pesant plus lourd que son équipement. La descente dans les niveaux inférieurs était maintenant un territoire familier, mais en dépassant la marque des 40 mètres, il est entré dans une nouvelle dimension de risque. La pression était immense, une force tangible qui semblait comprimer sa poitrine. La narcose a commencé à s'installer, non pas comme une ivresse, mais comme un détachement froid, comme s'il observait quelqu'un d'autre effectuer la plongée. Il a trouvé la salle technique. C'était un enchevêtrement de câbles et de conduits. Il a dû se faufiler dans des espaces étroits, conscient à chaque instant du risque de s'accrocher ou de se coincer. Il a trouvé le panneau d'alimentation de la balise de secours. Il était protégé par un couvercle en métal boulonné. Avec des doigts engourdis par le froid et ralentis par la narcose, il a commencé à dévisser les boulons avec une clé à molette. Chaque tour de clé était un effort herculéen. Il sentait son esprit dériver. Une voix dans sa tête lui disait que ce n'était pas si important, qu'il pourrait se reposer un peu. Il a reconnu le chant de sirène de la narcose et s'est forcé à se concentrer sur la tâche, comptant chaque tour de vis à voix haute dans son détendeur. Enfin, le couvercle s'est détaché. Derrière, il y avait une série d'interrupteurs. Suivant le schéma qu'il avait mémorisé, il a actionné le levier principal de mise sous tension. Il n'y a eu aucun son, aucune confirmation, juste le mouvement silencieux du levier. Il ne pouvait qu'espérer que cela ait fonctionné. Il a vérifié son manomètre. L'aiguille était dangereusement proche du rouge. Il était temps de partir. La remontée a été une épreuve de discipline. Il a nagé jusqu'à son premier palier, à 15 mètres de la surface. Là, il a dû s'arrêter et attendre, accroché à sa corde dans l'obscurité, pendant que les précieuses minutes s'écoulaient. Son corps voulait remonter, fuir vers l'air et la lumière. Son instinct criait de s'échapper. Mais son esprit, le plongeur professionnel en lui, a pris le contrôle. Il a attendu le temps prescrit, respirant lentement, luttant contre l'envie de fuir. Puis il est monté à son 2e palier, à 6 mètres, où il a changé pour sa bouteille de sécurité et attendu encore plus longtemps. Ce fut la partie la plus difficile de toute sa survie. Être si près de la surface, si près de la sécurité, et se forcer à rester immobile dans les profondeurs, à faire confiance à la physique et à ses calculs. Quand il a finalement émergé, il était complètement épuisé, vidé physiquement et mentalement. Il n'avait aucun moyen de savoir si son pari avait fonctionné. Il ne lui restait plus qu'à monter au sommet de la tour de communication et à attendre. L'ascension de la tour de communication a été l'épreuve finale de l'endurance de Julien. Les échelons métalliques étaient glissants à cause de l'humidité et de la rouille. Le vent, plus fort à cette altitude, menaçait de l'arracher à sa prise. Chaque pas vers le haut était un effort conscient, ses muscles brûlant de fatigue après la plongée éprouvante. Il n'était plus un homme qui dominait la pression des profondeurs. Il était un simple homme, fragile et exposé, grimpant vers le ciel. Il a atteint la plateforme supérieure, juste en dessous de l'antenne principale. Le boîtier de la balise de secours était là. Une petite diode lumineuse, à peine visible à la lumière du jour, clignotait. Un vert faible mais régulier. Ça avait marché. L'activation avait fonctionné. La balise émettait un signal de détresse,
une bouteille à la mer numérique lancée dans l'immensité des ondes radio. Un sentiment indescriptible la submergeait. Ce n'était pas de la joie exubérante, mais un soulagement si profond, si total, qu'il la laissait sans voix. Il s'est assis sur la plateforme, le dos contre le boîtier de la balise, et a regardé l'horizon. Pour la première fois depuis son naufrage, il ne regardait pas la mer comme une ennemie ou une prison, mais comme un chemin. Le signal était parti. Maintenant, l'attente commençait. Une attente différente, non plus passive et désespérée, mais active et pleine d'espoir. Les jours suivants ont été les plus longs de sa vie. La routine de la survie continuait, collecter l'eau, préparer les conserves, entretenir son équipement, mais tout était maintenant teinté d'anticipation. Il passait des heures au sommet de la tour, scrutant l'horizon vide, chaque nuage à basse altitude, chaque reflet sur l'eau prenant la forme d'un bateau ou d'un hélicoptère. Le doute s'est parfois insinué. Et si personne ne captait le signal? Et si la zone était trop isolée? Et si la batterie de la balise venait à mourir? Il a repoussé ses pensées avec la même discipline qu'il avait utilisée pour combattre la narcose. L'espoir était une ressource aussi vitale que l'air, et il devait la préserver. Pendant cette attente, il a réfléchi à son épreuve. Il a pensé à la fragilité de la vie, à la mince frontière entre l'existence et l'oubli. Il, qui avait passé sa carrière à repousser les limites de la physiologie humaine dans des environnements contrôlés, avait été forcé d'appliquer ses connaissances de la manière la plus brute et la plus primale qui soit. Il n'avait pas survécu grâce à la force brute, mais grâce à la connaissance. Grâce à sa compréhension des lois implacables de la pression, des gaz et du corps humain. La plateforme Boréas 7, sa prison, était aussi devenue son outil, son extension. Il avait appris à la connaître intimement, ses passages secrets, ses ressources cachées, ses fantômes silencieux. Il l'avait transformé d'un tombeau en un radeau de sauvetage. Le 4e jour après l'activation de la balise, alors que le soleil commençait sa descente vers l'océan, il l'a vu. Un point. Un minuscule point noir à l'horizon qui ne bougeait pas comme une vague et ne se dissipait pas comme un nuage. Il a plissé les yeux, son cœur s'arrêtant presque. Le point a grossi. Lentement, mais sûrement. C'était un bateau. Les larmes ont coulé sur ses joues, se mêlant au sel déjà présent. Il n'a pas crié. Il n'a pas agité les bras. Il est resté assis, regardant le salut approcher, un témoin silencieux de sa propre délivrance. Il avait affronté la mer et l'avait forcé à lui rendre ce qu'elle lui avait pris. Il avait plongé dans les ténèbres et en avait ramené la lumière. Alors que le navire des gardes-côtes se rapprochait, jetant l'ancre près de la plateforme, Julien a descendu la tour pour la dernière fois. Il n'était plus Julien le naufragé, le survivant solitaire. Il était Julien, le plongeur en saturation. L'homme qui avait vécu sous une pression extrême et qui avait utilisé cette connaissance pour refaire surface, non seulement des profondeurs de l'océan, mais aussi des abîmes du désespoir. Il était prêt à rentrer chez lui, emportant avec lui le silence des couloirs inondés et la certitude que même dans l'endroit le plus isolé du monde, l'esprit humain, armé de savoir et de volonté, pouvait trouver un chemin vers la lumière.